Alors, bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints. On va entamer une troisième semaine des rencontres dans le cadre du mois de l'ESS, après la finance solidaire, l'habitat et en attendant les déchets. On va parler cette semaine de l'entreprise. Alors, je me félicite que cette manifestation ait pu avoir lieu malgré la crise sanitaire. Et je souhaiterais remercier vraiment très chaleureusement Madame Hay. La remercier pour son enthousiasme, sa persévérance et son travail, parce que sans elle, on n'aurait pas pu mener ces rencontres. Merci, Gis. Il faut que je vous donne un petit point technique pour le déroulement de cette réunion. On va couper vos micros. Vous pourrez néanmoins poser des questions par écrit dans l'onglet discussion et peut-être qu'on prendra les questions à la fin de la réunion. Et si vous ne voulez pas écrire, vous pouvez soit lever la main dans l'onglet à droite ou alors faire comme ça si ça vous semble plus pratique. Voilà, je vais laisser maintenant la parole à Gis et je vous souhaite à tous une bonne réunion. Merci Delphine, merci Madame la Présidente et merci de tes mots sympathiques. Sachant que nous sommes tous dans cette belle aventure. Donc la troisième semaine, effectivement, va porter sur cette économie de l'intérêt général, cette économie qui n'est pas nouvelle et pourtant qui est encore peu connue, donc il faut faire connaître, dans lesquelles beaucoup de statuts, beaucoup de formes différentes apparaissent. Pour que cette réunion soit la plus sympathique possible, la plus lisible possible, la plus complète possible, nous avons invité Roland Macheneau, que je présente même s'il n'est plus à présenter. Donc, ancien journaliste, directeur d'entreprise, chef d'entreprise de plusieurs entreprises de presse, récemment encore. J'ai envie de dire journaliste d'hier, journaliste d'aujourd'hui, très impliqué, journaliste de demain, et qui a en plus de ces deux casquettes de journaliste et de chef d'entreprise, une troisième casquette, je dirais, j'oserais dire, de presque candide de l'ESS, qui va lui permettre d'interpeller tous les acteurs qui sont présents d'une façon peut-être différente que nous l'aurions fait nous, qui sommes peut-être un petit peu dans l'entre-soi trop souvent. Voilà, donc je vais laisser la parole à Roland Macheneau, en le remerciant encore vivement de la part de toute l'équipe des cofondateurs de la maison de l'ESS et de Mathilde, notre chargée de mission qui abat un travail remarquable depuis 3 semaines et qui va encore terminer la semaine prochaine. À toi, Roland. Euh, Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir à nos intervenants. Il y en aura 6 ce soir autour de la table. Et bonsoir à tous les Zoomers qui sont derrière leur écran et qui auront l'occasion de nous poser des questions. Il y aura bien un débat après donc l'intervention de nos 6 participants, 6 qui représentent l'économie sociale et solidaire de notre département. Il y aura 4 entrepreneurs et il y aura 2 personnes qui seront plus institutionnelles. Voilà. Écoutez, je vous propose de rentrer dans le débat tout de suite. On a souhaité avoir un débat très concret qui parle des expériences de tout le monde pour que chacun puisse échanger, chacun puisse apprendre de l'autre. Et d'ailleurs, ce serait formidable si les intervenants pouvaient aussi se poser des questions entre eux à la suite de leur intervention. Je vais commencer donc avec notre premier intervenant. Il s'agit de Aymeric Jouan. Bonjour et bonsoir Aymeric, qui est fondateur d'une entreprise qui s'appelle I Clean My Sea. Alors, Aymeric, il a 41 ans. Il est du côté d'Anglette. C'est un Breton qui est devenu basque et qui aime la vague et l'eau. Il a eu plusieurs chocs dans sa vie, mais donc 2 qui l'ont incité à monter cette entreprise. Le premier, c'est qu'un jour, au milieu des vagues, il a pris un morceau de plastique dans l'œil. Le deuxième choc, ça a été la prise de conscience que chaque année, il y a 8 millions de tonnes de plastique qui sont déversées dans l'océan. Aymeric, qui est un ingénieur, il va nous en parler, et qui a un doctorat en biologie, s'est dit il faut agir, il faut entrer dans le débat pour faire avancer les choses. À ce moment-là, il était dans une grande entreprise
Il va nous raconter tout ça. Et il a voyagé entre le Pays Basque, la Nouvelle-Calédonie, Pays Basque où il a décidé de vivre et de se lancer. Aymeric, bonsoir. Est-ce que, juste avant de parler de l'entreprise d'armement maritime que vous avez montée, est-ce que vous pouvez nous redire en quelques mots le parcours professionnel et la formation que vous aviez subi Peut-être aussi, oui, effectivement. Non, oui. Oui, effectivement. Des jeunes étudiants, alors, que vous aviez suivi donc avant d'entrer dans des grands groupes. Votre expérience professionnelle et votre formation. Alors, j'ai effectivement commencé mon cursus par le… Voilà, j'ai commencé… Vous m'entendez bien? Très bien. Oui. Est-ce que vous m'entendez? C'est un peu saccadé. Allô? Ça va, ça va. Ah, j'ai l'impression qu'on Un peu saccadé, ne m'entend pas très bien. Vous m'entendez? Oui, oui, allez-y, allez-y. D'accord, ok. Donc, oui, j'ai commencé par me lancer. Je ne peux pas faire, ça va être le son. Peut-être que ça permettra de fluidifier le discours. Alors, je suis initialement chercheur en océanographie. J'ai un doctorat en hydrodynamique, donc je suis spécialiste des courants. J'ai donc travaillé pendant 6 ans dans la recherche au sein de différents instituts de recherche, IRD, IFREMER et différentes universités en France et à l'étranger. Et après ça, je me suis orienté vers le privé. Pendant cette expérience de privé, j'ai notamment été responsable d'un navire de collecte des déchets en mer. Et mon constat, c'était qu'on pouvait faire mieux que ce qui était proposé à ce jour. Et donc, j'ai décidé de me désolidariser de l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé pour lancer mon entreprise qui s'appelle iCleanMySea, dont l'ADN est de s'appuyer sur la communauté des usagers de la mer pour optimiser le travail de collecte des déchets en mer. C'est-à-dire qu'on a créé… Oui. Oui. Cette entreprise de iCleanMySea que vous avez créée récemment, il y a 3 mots d'ordre. C'est la détection de ces plastiques, c'est la collecte de ces plastiques et c'est la valorisation de ces plastiques. Pour qu'on comprenne encore mieux, et avant que je vous pose la question pourquoi et comment vous avez monté cette entreprise et quels sont ses premiers résultats, est-ce que vous pourriez peut-être nous présenter la minute de vie en vidéo de cette entreprise? Si ça marche. Si vous pouviez lancer la vidéo de présentation. Absolument. Normalement, l'écran est partagé. Elle a marché à l'essai tout à l'heure, donc elle devrait marcher maintenant. Elle marche, elle fonctionne là normalement. Allez-y. Voilà, c'était la présentation d'iCleanMySea. Oui. On n'a pas vu la première phrase et c'est dommage parce qu'elle m'a beaucoup marqué, elle vous marquera à tous, j'en suis sûr. Elle disait cette phrase que si on ne fait rien, dans quelques années, il y aura plus de plastique dans la mer que de poissons. Voilà, je crois que vous avez mis cette phrase en exergue et elle contient votre motivation à créer cette entreprise. Deuxièmement, vous nous avez montré que vous faites appel justement aux pêcheurs en mer, très concrètement, qui voient ces plastiques et qui peuvent vous appeler. Vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? Alors, oui, effectivement, notre application de détection s'adresse aux professionnels de la mer, mais pas que. Elle s'adresse aussi aux usagers de la mer que nous sommes tous,
habitants du littoral, lorsque nous nous baladons sur le littoral ou que nous sommes en mer, dès que nous apercevons un déchet flottant, il nous suffit de sortir l'application, de prendre une photo avec l'application, et ça nous permet de récupérer l'information de la photo, de la position du déchet qui est détecté, pour ensuite la communiquer en temps réel à des bateaux qui collectent, eux, les déchets flottants. Merci, Émeric, de remettre la caméra sur vous, parce qu'on ne vous voit pas là. D'accord. Il a coupé sa caméra. Voilà. Est-ce que tu peux enlever le partage d'écran de façon à ce qu'on te voit? Oui, bien sûr. Merci. Impeccable. Voilà. Moi qui suis marin, si je puis me permettre, Émeric, j'ai eu l'occasion d'utiliser ton application et vraiment, c'est super pratique. Parce que d'un seul geste, on prend une photo qui en fait te permet de savoir à quel endroit je l'ai prise et ça se fait instantanément. Ça prend 1 seconde pour un marin. Alors, ça a été notre objectif, vraiment, c'était de simplifier le maximum. Émeric, comment vous faites la collecte de ces déchets après, ensuite? Absolument. Donc, on est une société d'armement maritime, peut-être la seule de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui qui collecte les déchets en mer. C'est-à-dire qu'on déploie des bateaux qui sont spécifiques pour la collecte des déchets flottants. En l'occurrence, le bateau que vous avez vu sur la vidéo, c'est un catamaran qui consomme très peu d'énergie et qui collecte. Et en même temps qu'il collecte, les marins à bord de ce bateau-là peuvent faire une première phase de tri, c'est-à-dire séparer le plastique du reste des déchets qu'ils vont collecter. Donc le bateau, c'est un prototype qui nous a été loué par une fondation, la fondation Race for Water, qui est une fondation suisse qui a créé, qui s'attaque elle aussi, mais plutôt du côté sensibilisation, à lutter contre l'invasion des plastiques en mer. Troisième phase, c'est la valorisation de ces déchets. Comment vous faites pour les valoriser? Alors, on est en train d'étudier comment on va pouvoir justement valoriser ces déchets qui sont très divers, qui sont souvent sales. Donc, l'idée, c'est en fait, de s'appuyer pas forcément sur la valeur d'usage des plastiques ou des objets recyclés qu'on va créer, mais s'appuyer vraiment sur la valeur éthique et la valeur symbolique de ce déchet. C'est-à-dire que finalement, peu importe ce qu'on va créer avec ce déchet, il va falloir que l'objet qui en sorte soit reconnaissable et puisse témoigner du fait que cet objet-là a permis de nettoyer l'océan. Quels sont les premiers résultats que vous avez obtenus? Le premier résultat que nous avons obtenu en collaboration avec l'École supérieure de commerce de Pau, qui a investi dans un Fab Lab Precious Plastics, c'est-à-dire qu'ils sont capables de transformer des plastiques et les recycler en objets. Nous avons créé un banc d'extérieur avec 10 kilos de plastique que nous leur avons confié. Mais en termes de kilos, vous avez collecté combien de kilos de déchets plastiques pour l'instant? On n'a pas encore fait le bilan total de cette collecte. Je suis en train d'y travailler et on aura bientôt tous ces résultats en prime. D'abord pour les gens qui financent, c'est-à-dire pour la région Nouvelle-Aquitaine et pour la BPI qui nous ont aidés dans le développement. Donc, on va d'abord passer par la communication auprès de nos soutiens et ensuite on diffusera cette information plus largement. Vous êtes en pleine levée de fonds actuellement pour obtenir 1 million d'euros, c'est bien ça, pour équiper 5 bateaux? Alors, on aimerait pouvoir avoir autant d'ambition. Notre objectif est 350 000 euros déjà, c'est considérable pour la taille de la structure que nous représentons. Cette levée de fonds se poursuit effectivement. On a bon espoir de la clôturer avant la fin de l'année. L'idée avec ces 350 000 euros, c'est de effectivement construire nos 2 bateaux, puisque en fait, il nous coûtera moins cher de construire nos propres bateaux que d'acheter le bateau dont nous nous sommes servis cette saison. Et puis avoir le besoin en fonds de roulement de l'entreprise nécessaire pour arriver au début de la saison estivale, date à laquelle nous commencerons à gagner de l'argent puisque nous aurons commercialisé nos services de collecte.
Et en termes d'emploi, à CleanMySea, à l'horizon, dans 3 ans, il y aura combien d'emplois à CleanMySea? Alors, dans 3 ans, on prévoit de mettre 5 bateaux à l'eau. Donc, par bateau, au moins 2 marins professionnels. Donc, ça fait déjà 10 personnels embarqués. Et pour l'organisation et la gestion de l'entreprise, 3 personnes sont programmées à l'horizon des 3 prochaines années. Vous m'entendez? Unis ou ailleurs? Alors, on ne vous entendait plus. Si vous pouvez répéter la question, le micro. Et volontiers. Donc, je posais la question à savoir s'il y avait eu d'autres expériences menées dans la collecte et la valorisation des plastiques aux États-Unis, en Australie ou ailleurs. Alors, oui, il y a des précurseurs, mais qui ont beaucoup, à mon sens, joué sur la communication et l'effet du storytelling, c'est-à-dire ils ont proposé pour beaucoup des programmes pharaoniques. Ils ont eu des succès bluffants en termes de levée de fonds et d'accompagnement financier. Boyan Slat, d'un côté, qui a voulu mettre des barrages au milieu du Pacifique, a pu lever jusqu'à 22 millions. Le navigateur Yvan Bourgnon, qui lui veut déployer un navire colossal et gigantesque, réussit progressivement à accumuler cette somme pour créer ce bateau. Maintenant, en termes d'efficacité opérationnelle, on peut dire que iCleanMySea a collecté plus de déchets flottants à ce jour avec seulement 3 mois d'exploitation que ces organisations qui ont eu d'énormes soutiens financiers. Encore une question, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient d'être au Pays Basque pour mener cette opération? Alors, c'est un avantage parce qu'aujourd'hui, au Pays Basque, il y a finalement le cocktail qui fait que le problème des plastiques commence déjà à être adressé. Il y a déjà 6 bateaux sur le Pays Basque qui collectent les déchets flottants. Donc, il y a du déchet flottant, certes, mais il y a aussi un enjeu déterminant, le tourisme, qui fait que cette problématique est prise à bras le corps. Donc, de ce point de vue-là, c'est un réel avantage d'être au Pays Basque. Bien, merci Émeric. Si je comprends bien, d'ailleurs, vous aurez réussi le jour où vous n'existerez plus, non? C'est à peu près ça. Notre objectif, effectivement, à terme, ça serait de mettre la clé sous la porte, ce qui est paradoxal, mais sait-on jamais. Peut-être que les choses iront dans le bon sens. Alors, on vous souhaite bonne route. Et moi, je vais poser quand même une petite question à Émeric par rapport à l'économie sociale et solidaire. Tu as choisi plutôt de te diriger, tu aurais pu faire une entreprise, je dirais, classique, dans l'économie classique. Et là, tu as choisi d'essayer d'être dans cette mouvance-là. Pourquoi? Ça, c'est une question personnelle. Et il y a deux questions qui sont posées sur notre groupe. Là, commercialiser comment et quoi? Et quel statut juridique dans l'ESS? Mais ça, c'est la question aussi que je voulais te poser, ce sur quoi je voulais t'entendre. Combien il y a de bateaux, surtout de la côte atlantique? Ouais. Ah, ok. Alors, déjà, pour l'économie sociale et solidaire, d'abord, notre schéma d'action, il est participatif. Le gage pour les gens qui viennent prendre des photos bénévolement pour nous aider à faire notre travail, c'est de leur dire que nous ne sommes pas là pour accumuler des richesses. L'argent est un moyen pour arriver à notre objectif qui est de collecter un maximum de déchets flottants. Ça, c'est vraiment la raison pour laquelle on a choisi ce statut ESS. Ensuite, commercialiser quoi et comment? Notre business model, comme ça qu'on dit dans le monde de l'entreprise, notre business model, c'est vendre aux collectivités littorales des prestations de collecte des déchets flottants. C'est aussi vendre aux collectivités littorales qui ne veulent pas nous prendre en tant que collecteurs de déchets flottants, leur vendre l'application qui va leur permettre d'optimiser leurs actions de collecte. Un autre pilier de notre business model, c'est le sponsoring d'entreprise. iCleanMySea bénéficie d'une visibilité très importante, avec très peu de moyens
notre image se répand dans les médias. Donc, on veut faire bénéficier des entreprises partenaires de cette visibilité à travers donc des contrats de sponsoring qui représentent pour les entreprises des opérations de marketing, mais aussi une opération de responsabilité sociale et environnementale. Voilà les plus grands piliers. Après, il y a du merchandising et la valorisation des déchets flottants, mais ce sont des parties accessoires de notre business. Alors, sans vouloir prendre trop de temps, et juste une dernière petite question. Combien de bateaux en tout il y a sur le littoral? Alors, Ah, on t'a perdu, Émeric. non, je vous écoute. Il y avait une dernière question. Oui, mais vas-y, réponds à la question sur le bateau sur le littoral qui m'avait échappé, excuse-moi. Alors, les bateaux sur le littoral, je n'ai pas comptabilisé tous les bateaux qui collectent les déchets en mer parce qu'en règle générale, beaucoup sont pilotés par les collectivités elles-mêmes. Et donc, je n'ai pas encore fait le total. Je sais qu'au Pays Basque, il y en a 6. Le budget global, c'est environ 350 à 400 000 euros que ça représente de dépenses chaque année. Et puis, sur les Alpes-Maritimes, là aussi, où il y a beaucoup de tourisme et malheureusement du déchet flottant, ça représente, bon an, mal an, 6 bateaux. Et là, par contre, un budget bien plus important, puisque un seul bateau sur la Méditerranée est rémunéré plutôt aux alentours de 200 000 euros. Voilà. Merci, Émeric, de toutes ces précisions. Merci de nettoyer notre mer. Et on se retrouve tout à l'heure pour les questions avec le débat. Voilà, parce qu'il y avait une dernière question qui était sur est-ce que les gens sont plutôt éloignés de l'emploi ou est-ce que c'est plutôt des gens… mais on gardera cette réponse. Non, c'était juste pour préciser à la personne qui l'a posée qu'on posera cette question sur l'aspect emploi. Très bien. Bien. À tout à l'heure, Émeric. Bonsoir, Sigrid. Sigrid. Alors, Sigrid. Où elle est? Alors, on va repartir dans le Béarn. Ah, voilà. Bonsoir, Sigrid. Il faut ouvrir le micro de Sigrid. Il faut ouvrir le micro de Sigrid. Voilà. Bonsoir. 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 Alors, vous êtes une recycleuse. Peut-être d'ailleurs un métier d'avenir. Vous allez nous expliquer ça. Vous êtes à la tête d'AIMA. Alors, on dit AIMA ou ça s'écrit Emma, AIMA? AIMA. AIMA. Allons imaginer un monde d'amitié. Voilà. Tout un une programme. des plus anciennes, oui, vaste programme, Aurélie Général. Une des plus anciennes entreprises sociales et solidaires du département, puisque vous l'avez créée en 2002. Et vous êtes une des plus importantes en termes d'emploi. Vous avez 30 employés, je crois, ou 37 employés, dont 25 salariés, c'est ça, hein? On y reviendra sur l'aspect emploi. Le combat de votre vie, vous dites, c'est la lutte contre le gaspillage. Alors, comment passe-t-on, d'abord, expliquez-nous un peu comment on passe de la Lettonie au Béarn, après être né à Bayonne. Et comment on passe de la sociologie au recyclage également, d'ailleurs. Expliquez-nous. Alors, mon père était suisse et ma mère lettonne. Ils se sont rencontrés dans un camp à Souston, dans le sud des Landes, donc il y a bientôt 60 ans. Voilà, et donc c'est pour ça que je suis née à Bayonne. J'ai fait des études dans le social, éducatrice spécialisée. J'ai continué mes études de sociologie à Paris. Et puis l'amour m'a fait revenir ici dans le sud-ouest. Et avec quelques travailleurs sociaux, on a créé, pour réaliser des échanges de jeunesse européens, on a créé l'association AIMA, qui veut dire Allons imaginer un monde d'amitié. Alors AIMA, ça veut dire aimer en béarnais, et l'AIMA, c'est le bonheur en letton, le pays d'origine de ma mère. Et du coup, on a créé cette association avec des jeunes du village de Cam, où nous habitons. Et de fil en aiguille, on a eu des contacts avec des maisons d'enfants et des EHPAD en Lettonie. Et on a commencé à envoyer nos premiers convois d'aide matérielle
qui était au départ avec pas mal de bonne volonté, mais on envoyait ce qu'on collectait, ce qu'on ne voulait plus. Et au fil des années, on a commencé à envoyer des choses de qualité. Sigrid, pour qu'on comprenne bien votre activité, et quelle est la différence avec Emmaüs, par exemple? On connaît Emmaüs qui récupère beaucoup de choses chez les particuliers et chez les professionnels. Et quels sont vos champs d'action à vous? Alors, au début, on a été une association humanitaire à envoyer un ou deux camions et petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait des besoins locaux, qu'on était sollicité par des familles en difficulté et on a commencé à mettre en place il y a une dizaine d'années un service qui existe toujours, qui s'est développé, qui est le Coin du Troqueur. C'est un magasin solidaire de troc et petit à petit, on a eu de plus en plus de dons aussi de mobilier. Et c'est comme ça qu'on a envoyé de plus en plus de camions d'aide matérielle, mais qu'on s'est dit, il y a des besoins locaux aussi. Pourquoi envoyer des choses de qualité dans les pays de l'Est alors qu'ici, il y a des besoins, des associations, des communes, des créateurs d'entreprises ont besoin de mobilier. Et donc, il y a en 2014, avec un programme européen, on a monté notre première recyclerie dans le petit village de Cam. Et bien qu'on soit dans un petit village, beaucoup de gens sont venus et c'est sur un peu le même modèle qu'Emmaüs. Et en fait, le volet humanitaire, c'était un cercle vertueux puisque les hôpitaux nous donnaient leur mobilier de bureau, leur réfectoire, etc. Et le médical partait à l'international et le professionnel restait localement. Et grâce à une aide du conseil départemental il y a 4 ans, on a monté notre première recyclerie de mobilier professionnel, qui est on s'arrête là-dessus assez parce que, rare. voilà, c'est un de vos éléments forts de votre activité aujourd'hui, c'est le mobilier professionnel. C'est-à-dire que vous récupérez du mobilier professionnel, en général de très bonne qualité, et que vous redistribuez ou que vous revendez à des professionnels du département. C'est ça, hein? Voilà, et de la région, puisqu'on a pu, par exemple, fournir un centre pour migrants avec la très grosse structure Rénovation, qui est une institution spécialisée pour les enfants, les migrants, les adultes handicapés sur Bordeaux et sur tout le sud-ouest. On a pu fournir 40 chambres d'internat qui ont servi pour un centre pour migrants il y a 2 ans. Et on aide par exemple l'association Aterbea sur Bayonne, Anglet, et aussi l'ADAPI, l'OCFA, sur Pau. Enfin, il y a plusieurs institutions spécialisées qui ont besoin de lits en grande quantité ou du mobilier de bureau, des matelas. Donc on continue les deux volets, le réemploi de mobilier à l'international, surtout médical, mais aussi professionnel, et le réemploi de mobilier localement. Donc, même les collectivités locales comme Biltagarbi, le syndicat mixte de Biltagarbi, les communautés des communes, elles ont entendu parler de nous et elles consacrent un petit budget sur le réemploi vertueux de mobilier professionnel. Au lieu d'acheter du neuf, elles vont venir nous acheter une armoire, un bureau, des fauteuils de bureau. Et on trouve que c'est très vertueux. Vous avez une vidéo, je crois, qu'on peut regarder maintenant, non? En fait, j'étais très occupée toute la journée en formation. Je suis rentrée trop tard et je n'ai pas retrouvé la vidéo qu'on avait faite. Désolée, la meilleure émission spéciale pour vous. La meilleure vidéo, Sigrid, c'est quand on regarde la Maison de l'économie sociale et solidaire. Il y a énormément de meubles qui viennent d'Emma. Voilà. Ça, c'est clair. Et on a eu souvent affaire à Emma pour trouver ce qu'il nous fallait en termes de, où que ce soit, hein, sur le plan du BAB. Donc, on connaît bien cette magnifique… Sigrid, pour mener à bien vos objectifs, pour les atteindre, il vous faut des mains et un gros cœur. Le gros cœur, vous l'avez, mais il faut aussi des mains. Et les mains, vous avez des bénévoles et des salariés qui cohabitent.
Racontez-nous comment vous vivez et en termes humains, en termes emploi également. Alors, on a remarqué que la recyclerie de mobilier professionnel, il y a 4 ans, nous a permis de créer beaucoup plus d'emplois, puisque le mobilier professionnel est plus coûteux que le mobilier de particulier, et ça nous a permis de multiplier les salariés par 2. Et bien sûr qu'il y a cohabitation entre les bénévoles qui peuvent compenser parfois les absences des salariés, puisqu'on a quand même on a commencé pas mal par les emplois d'avenir et les emplois aidés, les contrats uniques d'insertion. Et donc, parfois, ce sont des personnes éloignées du monde du travail. Et les bénévoles viennent parfois compenser les absences ou les manquements de ces personnes que l'on essaie quand même de former. Donc, beaucoup passent les CACES, il y en a plusieurs qui ont passé des permis voiture, mais aussi poids lourd, permis remorque. Et donc, je trouve que c'est une belle synergie entre les salariés et les bénévoles. Et on a pu, sur les 17 salariés en CDI qu'on a actuellement, je pense qu'il y en a plus de la moitié qui ont commencé par un emploi aidé. Donc, AIMA joue vraiment le jeu de… on a une aide, un soutien de l'État pour les emplois aidés, mais on essaie vraiment de consacrer le budget qu'il faut pour leur formation pour pouvoir les garder au sein d'AIMA. Voilà, donc aujourd'hui, sur les 25 salariés, on est à peu près à 20 équivalents temps plein et on a 17 CDI et 8 emplois aidés. Vous êtes une entreprise importante en termes d'emploi, en tout cas, aussi. C'est vrai qu'on est en plus sur un bassin ZRR. Donc sur le bassin de vie et sur le territoire, il est à noter et à pointer que c'est super important le nombre d'emplois que vous avez réussi à créer. Et surtout, et c'est ça qui est intéressant d'en discuter l'autre jour, tu nous disais que ton modèle économique est quasiment équilibré, voire aujourd'hui bénéficiaire pour la plus grande part. C'est-à-dire que tu peux vivre autosuffisante en termes de… Heureusement qu'il a été autosuffisant et bénéficiaire parce qu'on n'a pas beaucoup souffert on n'a pas du tout souffert lors du confinement de la fermeture de nos 3 recycleries qui sont à Cam, Salis de Béarn et Os-Serein dans le Pays Basque. Et là, pour ce second confinement, eh bien, on va quand même pouvoir maintenir à 100% les salaires, bien que l'État nous soutienne pour le chômage partiel à 85%. Mais voilà, on a un petit peu d'avance, ce qui nous permet que nos 3 recycleries fonctionnent bien et que nous ne sommes pas trop inquiets par rapport à l'avenir, en espérant que le confinement ne va pas durer 6 mois. Voilà. Moi, j'avais une question en termes de communication. Comment vous faites pour vous faire connaître d'ailleurs et pour vous faire de la publicité? Alors, nous sommes une structure de l'ESS avec l'agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, mais nous ne sommes pas soumis à la TVA. Donc, nous n'avons pas le droit de faire de la publicité. Donc, nous nous faisons connaître par le bouche à oreille uniquement. Donc, c'est très important d'être très doué pour l'accueil des personnes qui vont venir nous voir et leur dire si vous êtes content du service rendu et du mobilier que vous trouvez chez nous, parlez-en autour de vous. Et on a aussi proposé, pendant le premier confinement, eh bien, on s'est un petit peu modernisé. On a créé pour nos adhérents, puisque pour pouvoir acheter dans nos recycleries, il faut adhérer à 1 euro symbolique par an. On a créé un catalogue en ligne, juste, pas pour faire click and collect, mais juste pour que les personnes comme Ghislaine, par exemple, qui avait besoin de mobilier, elle puisse aller sur le site d'AIMA et en tant qu'adhérente, elle a un espace adhérent où elle peut voir le mobilier qu'on vient de rentrer. Donc là, par exemple, l'hôtel Ibis de Saint-Jean-de-Luz vient de nous donner du super mobilier en bois massif avec des plateaux en verre, des fauteuils magnifiques. Voilà, donc tous nos adhérents peuvent les voir et après nous appeler. Et malgré le confinement, on a mis en place le call and collect. Ils peuvent venir
chercher devant notre recyclerie de mobilier professionnel les armoires ou le mobilier qu'ils auront commandé préalablement. Quelle est l'adresse de votre site? Alors, à Osserien, c'est la seule Dans le recette. site internet. Internet, le Ah, catalogue. le site, c'est aima-letroqueur.org. Alors, AIM. on va le mettre, Mathilde fait ça très Je l'ai bien. déjà mis dans le chat. Je mets Merci. tous les sites internet au fur et à mesure. Ah, super, merci Mathilde. Voilà. Et alors, ce que je trouve, Sigrid, ce que je trouve génial, et Roland vient de nous présenter deux entreprises de l'économie sociale et solidaire totalement différentes. Totalement différentes. Et pour autant, toutes les deux ont un modèle économique, moi je dirais vertueux, autant l'un que l'autre de façon différente. Et je trouve ça intéressant de mettre ça en avant parce que trop souvent, l'économie sociale et solidaire, on en voile le côté développement économique avec un modèle économique qui se tient. Je t'en prie, Roland, excuse-moi. Voilà, maintenant, on va remercier Sigrid. Oui, bien sûr. Mais on reviendra vers toi, on Sigrid. On plus, c'est Sigrid. On va Mathilde. Oui, mais parce que Sigrid ne parle plus. Il faut que tu parles, Sigrid. Ah, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour. Non. Eh bien, on se retrouve tout à l'heure pour les questions. C'est formidable ce que vous faites et la recyclerie est un métier d'avenir. Tout à fait. Oui, c'est dans notre monde de consommation. Voilà. Formidable. Bravo à vous pour ce que vous faites et ce que vous avez développé, notamment en termes d'emploi. C'est absolument remarquable. Merci. Bien, merci. Nous allons donner la parole à Jean-Eudes Bernard. Si vous voulez bien, Jean-Eudes. Bonjour à tous. Bonsoir Jean-Eudes. Bonsoir Jean-Eudes. Alors, s'il y en a un qui connaît l'économie de terrain, c'est Jean-Eudes Bernard. L'économie, c'est son domaine de prédilection. Il connaît tous les aspects de ce problème, des problèmes que nous abordons ce soir. Vous avez été en poste à la CCI, vous avez été en poste à la Chambre des métiers et de l'artisanat, vous avez été conseiller en entreprise, avant de prendre un poste de responsabilité donc à l'Union régionale des coopératives. Et c'est à ce titre-là que vous êtes invité ce soir et que vous allez nous en parler. Les coopératives dont on connaît l'image, mais on connaît peut-être mal la réalité. Donc voilà, donc on va vous donner la parole pour ça. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler l'importance du mouvement coopératif en Aquitaine et au Pays Basque? Oui, alors c'est intéressant déjà le thème de cette soirée débat, puisqu'il a été intitulé « Un monde d'entreprendre pour demain ». Nous, notre slogan en ce moment, c'est « Et si le monde d'après existait déjà ?» Parce qu'effectivement, le mouvement des SCOP existe déjà depuis plus d'un siècle. Il y avait une trentaine de coopérateurs qui ont réussi à se maintenir en 1880. Et aujourd'hui, nos SCOP, nos SIC, représentent 60 000 emplois en France. Mais effectivement, si je veux entrer plus dans le détail des SCOP et des SIC, peut-être au préalable, qu'est-ce que c'est une coopérative d'abord? Les coopératives, on les connaît sous forme agricole, les banques coopératives et autres. Et donc, c'est un mouvement assez important qui représente 10% de l'emploi dans le monde. Et en France, 1,2 million. Donc, c'est une grande famille. Et au sein de cette famille, l'URSCOP, nous représentons, nous fédérons les SCOP et les SIC. Les SCOP, de façon simplifiée, c'est une association de travailleurs qui se réunissent ensemble pour mettre en commun leurs moyens, leur manière de travailler, et qui se désignent entre eux un chef ou un représentant plutôt. Et donc effectivement, les coopératives… Qui partageront les bénéfices s'il y a bénéfice. Exactement, mais les coopératives effectivement appartiennent au champ de l'ESS, avant tout pour cette mode de gouvernance démocratique. Donc, un des principes des SCOP, si je me concentre uniquement des SCOP, c'est avant tout que ce sont des entreprises détenues par les salariés, de façon majoritaire, qu'elles se nomment un gérant entre elles, donc le gérant de l'entreprise est salarié,
Et deuxième point, c'est une gouvernance démocratique, c'est-à-dire qu'on annule que les droits de vote dépendent de la personne et non pas du capital détenu dans la société. C'est un deuxième principe important. Un troisième élément, c'est le partage équitable du résultat. Effectivement, on espère que dans ces scopes, il y ait du résultat. On est dans un principe de lucrativité qui reste limité, mais une lucrativité. Et le résultat, il va être partagé de façon équitable, à la fois pour la société, qui est considérée comme un bien commun. Une autre partie va être laissée pour les salariés et une autre partie pour les associés. Alors, les dividendes sont plafonnés, mais donc c'est ce qu'on appelle, nous, un partage équitable du résultat. Un partage, effectivement, où minimum 25% du résultat reviendra aux salariés. Et puis, un quatrième élément, c'est sur cette notion très particulière de réserve impartageable. Grosso modo, c'est ce qu'on va laisser dans l'entreprise comme résultat, on va le laisser dans l'entreprise, et bien, il devient un bien commun. Il n'appartient pas aux associés, il appartient à la société. Donc, c'est ce qu'on appelle des réserves impartageables. Et ce qui est intéressant, et la raison pour laquelle aussi, moi personnellement, je suis passé dans ce mouvement, c'est qu'on annule en fait la notion de plus-value. Souvent, on parle souvent au moment de la transmission d'une entreprise, voilà, les départs à retraite amènent souvent dans le monde classique à une notion de plus-value. On vend des parts sociales, on vend un fonds de commerce et à l'occasion, le cédant va faire une plus-value. Eh bien, dans le principe des SCOP et des coopératives, il n'y a pas cette notion-là. Parce que vous avez compris que les salariés nommaient un représentant en leur sein pour 4 ans et lequel sera renouvelé ou non d'ailleurs. Et donc, on n'est pas sur une deadline particulière pour la transmission d'entreprise. Et donc, on annule cette épée de Damoclès au niveau du mouvement coopératif. Voilà. Et donc, pas de notion de plus-value, c'est-à-dire que les associés ont mis une valeur de capital et qu'ils récupéreront au moment de leur départ s'ils partent de la société. Jean-Eudes, pour qu'on comprenne très bien, merci de cette présentation très claire qui donne envie de se lancer en coopérative. Et on y reviendra tout à l'heure. Mais juste avant, et de façon très concrète, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de réussite en Pays Basque ou dans le département justement de coopératives? On sait que d'ailleurs ce mouvement coopératif bénéficie ici de la proximité du Pays Basque espagnol où ce mouvement est aussi très important. On y reviendra tout à l'heure en parlant peut-être de Fagor. Mais là, pour l'instant, est-ce que vous avez des exemples de réussite à nous signaler et à mettre en exergue pour nos zoomers qui nous regardent actuellement? Alors, on a au Pays Basque, pour en parler, on a une trentaine de coopératives sur le territoire. Effectivement, on reviendra peut-être sur cette origine, cette proximité avec Mondragon qui amène effectivement un mouvement coopératif dynamique au Pays Basque. On peut citer effectivement des sociétés en termes d'emploi qui pèsent, Alcar à Moléon par exemple, en construction métallique. On peut également noter à Muguer Cop électronique avec plus d'une centaine de salariés, ou également la transformation d'une société donc Biolus à Saint-Jean-de-Luz par exemple, qui travaille dans le domaine médical, qui fait par exemple des poches d'alimentation, donc qui est également en croissance. Mais également les coopératives, dès lors qu'on est 2 personnes, eh bien on peut s'associer. On crée une coopérative récemment. On a accompagné une coopérative d'élagage arbolétique qui s'est formée avec 2 associés. Ou encore plus récemment, vous avez peut-être vu à Bayonne, dans le Gard de Bayonne, un nouveau restaurant qui s'est créé, qui s'appelle Corail, et qui s'est créé au mois d'avril sous forme coopérative. Alors, on a des réussites individuelles et le statut coopératif amène aussi à la pérennité dans le temps. Et je donne un exemple comme Imprimerie du Labour, qui est l'une des plus anciennes coopératives en France, qui a été créée en 1905. Et donc, par rapport à ce que je vous indiquais en termes de pérennité, de départ à la retraite, eh bien, imaginez bien le nombre de gérants qu'ils ont pu connaître depuis 1905. Pour autant, ils sont toujours là, dans un secteur malheureusement qui reste en crise, mais ils sont toujours là. Et j'en profite, si vous avez
carte de visite ou autre, n'hésitez pas à les contacter. Oui, Mais moi, j'ai envie de poser une question, Jean-Bernard. La coopérative, par exemple, Bioluse, dont on parlait de Saint-Jean-de-Luz, est née aussi d'un problème économique de cette entreprise. Et c'est ça qui est aussi intéressant. À mon avis, il y a aussi deux aspects à la SCOP qui est super intéressant. C'est je suis chef d'entreprise, je vais partir à la retraite, mais je n'ai pas envie que mon entreprise se ferme parce qu'il n'y a pas de repreneur. Par contre, mes employés sont d'accord pour éventuellement reprendre, mais ils n'ont pas la capacité chacun. Par contre, à eux tous, ils peuvent peut-être la reprendre. Ça, c'est la transmission. Et puis, d'autre côté, et j'aimerais que tu nous en parles un peu plus, et d'autre côté, une entreprise qui est en grande difficulté et qui, au lieu de s'aborder son entreprise et de mettre en liquidation, dit les salariés se mobilisent et mobilisent leurs primes de fin de droits auxquels ils peuvent prétendre pour racheter leur part et monter ça en scope. Alors, effectivement, les coopératives sont souvent mis en exergue dans l'actualité, dans les médias, au moment de difficultés de cession au tribunal de commerce. C'est le cas, effectivement, de Bioluse, hein, où là, effectivement, la mobilisation, mais autour d'un projet économique avant tout. Hein, c'est autour d'un projet économique rentable qui a fait que ce projet a pu voir le jour et se développer. Alors, il y a un aspect important. Il y a effectivement, bien sûr, le capital apporté par chaque associé. On peut mettre en évidence également l'appui de la région Nouvelle-Aquitaine dans le développement du mouvement coopératif. Il faut savoir que la région, pour tout projet de SCOP, abonde à 100% le montant du capital apporté par les associés. Donc, imaginez que, alors je grossis le trait, mais imaginez que les associés apportent 50 000 euros, hein, associés salariés, et bien la région est en incapacité d'abonder et donc d'apporter sous forme de subvention 50 000 euros supplémentaires. Donc, ça a un premier effet de levier intéressant. Mais également, nous, notre mouvement est national, c'est la Confédération Générale des SCOP, créée donc, je disais, en 1884. On est à l'origine de la création du crédit coopératif, par exemple. On a nos propres outils financiers. Et donc, dans des montages de transmission ou de situations délicates auprès du tribunal, eh bien, on est en capacité nous-mêmes de prêter de l'argent, de se porter caution également pour éviter les cautions personnelles du dirigeant, en lien avec le crédit coopératif qui est un acteur important pour nous. Et nous intervenons également sur une notion financière peu connue, qui est ce qu'on appelle le titre participatif. C'est ni de l'emprunt, mais ça ressemble plus à des capitaux propres, à des quasi-capitaux propres. Et ça nous permet effectivement, tous ces outils financiers, de faciliter le montage des reprises. Si un jeune entrepreneur veut se lancer dans le mouvement coopératif, comment peut-il vous joindre aujourd'hui et où on peut vous joindre? Alors, Mathilde transmettra mes coordonnées. Je pense que mes coordonnées apparaîtront. Mais sachez que donc, notre mouvement est avant tout national, qu'on a une antenne, on appelle l'URSCOP au niveau de l'Aquitaine. Mais on est très proche, on est à Tarnos. Notre siège social est à Tarnos. Et nous avons également une antenne à Bordeaux. Jean-Eudes, est-ce que tu pourrais nous parler, demande Sandrine d'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous parler aussi des SIC? Oui. S'il te plaît. Oui. Alors, je vous disais, notre mouvement national s'est appuyé avant tout sur depuis plus d'un siècle sur le mouvement des travailleurs. Et notre rôle, c'est de faire vivre le mouvement avec un appui juridique. On est à l'origine de la rédaction de la loi de 47, également de la loi 78. Et nous sommes également à l'initiative de la création de la nouvelle forme coopérative, c'est-à-dire les SIC, créées en 2001. Alors, les SIC, ça veut dire Société coopérative d'intérêt collectif. La particularité, c'est qu'elle va mêler 3 types de sociétaires, ce qu'on appelle la notion de multisociétariat. Donc, différentes personnes, qu'elles soient des personnes physiques, des personnes morales de droit public ou de droit privé, vont s'associer ensemble pour un projet commun d'intérêt d'utilité sociale avec un ancrage territorial. Alors, on a pas mal d'exemples sur notre territoire, autour de Tarnos en particulier. Je
pense que Sandrine pourrait évoquer très bien la SIC Interstice. Mais nous avons également comme modèle à proximité Éole, la SIC Éole, qui est un restaurant. Et avant tout, son objet social va se définir comme de l'insertion par l'économique, par la restauration. Et au capital, on va avoir des collectivités, on va avoir également des entreprises sur le bassin, à côté de Safran, et également des usagers. Et donc, on voit que certaines entreprises souhaitaient, pour cet exemple des halls, souhaitaient de la restauration sur place. La mairie et les collectivités voulaient faciliter l'insertion de personnes en recherche d'emploi. Et d'autres personnes souhaitaient effectivement bénéficier d'une activité de restauration. Et donc, ces types de sociétaires sont réunis ensemble et ont créé cette structure. La SIC, effectivement, est un modèle intéressant avec une lucrativité. Parce que le temps tourne. On sera obligé de refaire des mardis de l'ESS sur la SIC et la Une dernière phrase sur la SIC, l'intérêt quand même pour vous, primordial. L'intérêt, c'est des personnes à statut différent, avec des intérêts ou des qualités différentes, qui veulent se réunir autour d'un projet commun. C'est essentiellement ça. Avec la possibilité, également au capital d'avoir des collectivités. Les collectivités. C'est la grande avantage. Jean, merci mille fois. On se retrouve tout à l'heure pour les questions. J'accueille maintenant Élodie et peut-être Loïc. Je ne vois pas Loïc, mais je vois Élodie. C'est ça? Loïc nous a abandonnés. Non, c'est elle qui doit. Il faut que tu ouvres ton micro, Élodie. Élodie, il faut ouvrir le micro. Merci. Voilà, Élodie. Loïc est en rendez-vous. Peut-être entre deux, il arrivera. Puis toute seule. Oui, Élodie et Loïc, donc bonsoir. Garonne. Dites-moi, votre courte expérience professionnelle vous a conduit à vous lancer vous-même dans votre propre entreprise avec Loïc, voilà, et avec qui vous vivez votre à titre personnel et professionnel, vous deux. Voilà. Donc, on dit tout ce soir, on livre tout. On ne peut rien cacher. Donc, un but commun formidable, c'est relier les artisans. C'est un petit peu ça. Quand on est artisan, on n'a pas le temps de tout faire. On doit travailler, évidemment, se déplacer, on doit faire de l'administration, on n'a pas toujours le temps de connaître les autres artisans qu'on rencontre pourtant sur des chantiers. Et fort de votre expérience, donc vous avez décidé, je vais me lancer dans ce défi, relier les artisans entre eux pour qu'il y ait une meilleure communication, pour mutualiser aussi leur expérience, pour ne pas leur faire perdre du temps et au contraire leur faire gagner du temps en termes commerciaux. C'est Loïc qui interviendra et peut-être sur d'autres chantiers. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord vous-même votre expérience et pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans? Et quel est l'objectif de Guérissa? On reviendra sur Guérissa tout à l'heure. Moi, en fait, je suis maître d'œuvre depuis 2013. Donc, j'ai essayé le modèle classique, on va dire, le modèle économique classique en tant que chef d'entreprise, loupé. Liquidation judiciaire en 2018 suite à un impayé. Donc, à ce moment-là, je me suis rendu compte que je n'étais pas toute seule non plus. Mais pour moi, rester sur une erreur, ça devient une faute. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose qui a été mal pensé, mal fait, mal coordonné ou autre, mais je ne voulais pas rester sur cette erreur, on va dire, de modèle économique. Donc, en discutant, moi, avec les artisans avec lesquels je travaillais, on était déjà une équipe d'une douzaine d'artisans, je me suis rendu compte que je n'étais pas toute seule dans ce cas-là et où ils avaient énormément de besoins, que ça soit professionnel ou même personnel. Vous le disiez tout à l'heure, ils sont commerciaux, ils sont comptables et ils ne sont surtout pas à la maison, en fait. Donc, ces mesdames, c'est lourd aussi. Le samedi, le dimanche, ça travaille, les enfants, on ne les voit plus, les compagnes, on ne les voit plus. C'était aussi hyper compliqué pour eux. Donc, en discutant avec tout le monde, et avec Loïc, donc à la maison, vu qu'à la maison aussi, lui, il était plus du côté vente. Mais alors, avec une vente et un modèle aussi de la vente actuelle en magasin qui ne correspondait pas forcément à ses valeurs.
Donc, on a un peu ramassé tout le pot pourri, on l'a un petit peu mélangé, on a essayé d'en sortir des solutions. Le mot qui revenait souvent, c'était mutualisation et fédération. Donc, à ce moment-là, pour nous, c'était évident que ça allait être coopérative tous ensemble, mutualiser l'humain, le technique, parce qu'on a de tout âge aussi dans cette coopérative. Donc, les anciens peuvent apprendre aux jeunes, mais les jeunes peuvent apprendre aux anciens aussi, sur le numérique notamment. Ça se fait à l'inverse aussi. Sur le moyen matériel. Donc là, à terme, là, on vient d'ouvrir, mais à terme, on a aussi dans l'idée peut-être de mutualiser les équipements. Il y a des outils qui sont très chers à acheter pour un artisan seul. À terme, on espère que la coopérative sera capable de le mettre en place. Vous êtes basé aujourd'hui à Ichassou. Oui. Et vous avez créé donc Guérissa. Tout à fait. Guérissa en basque, ça veut dire abri. Oui. Je trouve formidable si ça s'était appelé Guérissa Erekia. Alors en basque, ça veut dire un abri ouvert. Parce que si vous faites abri, vous les enfermez encore plus, les pauvres fous. Alors que votre souci, c'était d'ouvrir en plus. C'est ça. Guérissa Erekia, les basques comprendront. Et donc, quels sont les premiers dossiers que vous avez reçus? Combien vous en avez reçus? Et quelles sont les premières réussites de votre action? Alors, nous, on a commencé au 1er juillet de cette année, donc tout récemment. On a une trentaine de dossiers à l'étude sur le bureau actuellement. En toute franchise, même nous, on ne s'y attendait pas. On s'attendait à ce qu'il y ait un besoin et un réel service. À ce point-là, on ne s'y attendait pas. Donc, on a démarré, en fait, nous, avec 12 coopérateurs. Là, début novembre, on est déjà à 19. On a été obligé, en fait, de renforcer les équipes, notamment au niveau des… Vous avez sur le bureau. Les 26 dossiers, on a 4 maisons neuves, tout le reste est en réno, parce que nous, on est axé sur la réno. Après, vous dire un âge, je ne peux pas. On a un jeune qui construit qui a 25 ans et ça va jusqu'au retraité de 62 ans qui rénove sa maison. Quel corps de métier vous avez? Alors, nous, on a tous les corps de métier, en fait, du maçon au peintre, tout artisan. On a intégré les bureaux d'études aussi, qu'on oublie souvent dans la boucle du BTP, tout simplement, mais ils sont à l'origine des structures, du thermique, des sols. Et on a même intégré une agence immobilière et des fournisseurs, qu'on oublie aussi souvent dans la boucle d'un projet. Mais sans les fournisseurs, on n'a pas de matière. Sans matière, on ne construit pas. Vous avez déjà, vous êtes toute jeune et toute récente, mais est-ce que vous avez un premier succès déjà? On a terminé 2 chantiers, 2 petits chantiers, une salle de bain et une cuisine. Je n'ai pas encore les photos. Je suis très nulle, moi, pour les photos, donc j'attends que le cuisiniste et le carreleur les prennent. Ça sera beaucoup plus joli. Et on a une grosse réno qui démarre en janvier, là, sur Ustaritz. Mais il faut vivre aussi, il faut que Guérissa existe et vive. Et donc, comment vous vous payez vous-même? Est-ce que les artisans qui travaillent avec vous donc vous reversent un pourcentage de leur chiffre d'affaires? C'est tout à fait ça. En fait, quand vous êtes maître d'œuvre classique, vous avez un pourcentage d'honoraires qui est pris au client. Là, avec la coopérative, ce service-là, c'est moi qui assure le suivi de chantier, la chargée de travaux. Ce service-là, j'en fais bénéficier aux clients gratuitement. Cette part-là a été reprise par les artisans. Eux, en fait, ont décidé de prendre à charge ce pourcentage-là et que ça soit gratuit pour le client. Donc, l'artisan, lui, on lui retient une partie. Par contre, avec… Combien vous retirez? 12%. 12%, d'accord, oui, ouais. D'accord. Nous, on lui retient 12%, sachant que pour lui, c'est peut-être difficile à croire, mais il n'augmente pas ses prix unitaires. Il ne les augmente pas de 12% pour pallier à ces 12%. En fait, le fait de mutualiser le service commercial, les assurances, la partie suivi de travaux et le fait que tout soit acté, en fait, quand lui il démarre, tout est beaucoup plus simplifié. Donc, ça lui couvre ces 12%-là. Ses charges. Oui, c'est ça.
Et alors, une petite, Élodie, un point important, d'abord parce qu'effectivement, comme disait Roland, vous êtes jeune et en plus vous démarrez en plein Covid, donc courage, bravo, bravo, parce que c'est vraiment pas évident. Mais par contre, une chose importante, vous êtes passé par quand même, et c'est ça qui est intéressant aussi dans votre démarche, c'est que vous êtes passé par, vous êtes en SIC, vous êtes dans Oui. une SIC. Oui, Voilà. c'est ça. Et vous êtes passé avec une structure qui vous a porté pendant quelques temps. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce tiers-lieu, de cet aspect-là? Ouais, nous, on a été accompagnés en fait par le dispositif Territoire et Entreprise 64, donc qui est sur plusieurs lieux de formation. Nous, au plus près de la maison, on l'a suivi sur Ixassou, donc c'est Territoire et Entreprise 64. En fait, ils accompagnent des porteurs de projets sur tout le territoire et ils sont en fait un groupement aussi où il y a, alors, je vais peut-être en oublier, mais on a l'association Andelenaya, il me semble qu'il y a la SKIC Interstice aussi que j'ai en face, ALB Formation, il me semble qu'il y a SKIC Pyrénées aussi dans le lot, je suis désolée pour ceux que j'oublie. Mais nous, on a bénéficié de cet accompagnement-là, donc ça se joue en 5 jours collectifs en fait, d'accompagnement sur 5 thématiques différentes. Et après, il y a plusieurs entretiens individuels où là, on est plus ciblé et plus en profondeur sur chaque projet en fait. Donc celui-là… Vous avez été accompagné sur une période de combien dans ce cadre-là? Si je ne dis pas de bêtises, on a démarré les formations collectives en février, terminé en mars. C'est 5 jours en fait complets et ça devait être dans ces eaux-là sur 5 semaines. En mars, c'était terminé, ça je sais, parce qu'après on est rentré en confinement et en juillet on sortait le projet. Donc, vous avez fait choisir des structures de ESS. Qu'est-ce qui vous a amené après votre essai que vous appeliez tout à l'heure une erreur, mais bon, c'est des petits incidents de parcours, on va dire. Qu'est-ce qui vous a amené à plutôt choisir versus ESS? Le modèle économique déjà. Je pense que je suis depuis 2013 chef d'entreprise, mais j'ai pas envie c'est vilain comment je vais le dire, mais j'ai pas envie de faire du fric. Je veux être patronne pour essayer de changer les choses à mon niveau, pas pour rouler avec une grosse voiture ou autre. Et on s'est rendu compte dans le bâtiment qu'il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre qui a commencé et qui va faire que s'accentuer. On a des artisans qui vieillissent, les relèves ne sont pas forcément assurées et on a de moins en moins de jeunes en fait, qui choisissent la voie du BTP comme première option. On entend encore des jeunes qui nous disent ben, « j'étais pas bon à l'école, donc je vais devenir maçon ». Alors maçon, ce n'est pas que ça. On peut choisir aussi le métier de maçon en étant fier. Donc nous, on a aussi à vocation à prôner un peu l'apprentissage et cette filière-là. Alors moi, ma petite touche, c'est que je suis une femme, je suis sortie d'un CAP carrelage. Donc, mesdames aussi peuvent choisir le BTP comme option dans la vie. On sait faire. Donc, il y a aussi toute cette vocation en fait derrière à promouvoir l'apprentissage, la rénovation, la construction, le secteur du BTP en général en fait. Merci. Et Élodie Anders, votre expérience est récente. Et quels sont les freins auxquels vous avez fait face dans ces derniers mois? Le temps, on ne s'attendait pas à ce démarrage-là, donc honnêtement, là, on commence à manquer de temps. Donc, on a fait de grosses heures avant de pouvoir renflouer certains coopérateurs. Les financements, il fallait au démarrage voilà, quelques investissements où certaines banques en fait, ne connaissent pas dans le BTP, ne connaissent pas forcément les SKIC non plus. C'est dommage, ça j'en suis consciente. Ils connaissent plus la SCOP. Mais forcément, vu qu'ils ne connaissent pas trop, ils prennent moins de risques. Donc, on a un petit peu bataillé sur ce point-là. Certains constructeurs et promoteurs, grosses entreprises qu'on a un petit peu gênées en démarrage. Cela, ils nous l'ont fait sentir quand même. Hein. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on est arrivé à aussi petit qu'on soit. Hein. Je pense qu'on est arrivé sur leur territoire et ça n'a pas plu. Bon. Pour moi, il y a du travail pour tout le monde. Hein. Voilà, la différence que nous, en plus, si vous travaillez avec la coopérative, vous adhérez aussi à une charte. Ce n'est pas que construire ou rénover pour construire ou rénover.
Il y a une charte derrière, c'est des entreprises locales, des petites entreprises, on ne veut pas de grosses structures non plus, plus axées sur la réno. On ne voit pas l'intérêt en fait, d'aller construire de nouveaux bâtiments et d'apporter un impact en fait, carbone qui va être énorme, alors qu'on a de super bâtisses qui partent en ruine et qui attendent que ça, d'être habitées et ramenées en 2020. Quoi. Merci Elodie Andars à Ichasso. Bravo pour votre initiative de relier les artisans qui, je suis sûr, sont très heureux de votre action. D'ailleurs, une autre question, mais on n'a pas le temps. Mais est-ce que vous avez idée de reproduire ce que vous êtes en train de faire à Ichasso, de le refaire ailleurs aussi? Oui, je rêve de construire des mâts provençaux. Donc, peut-être qu'un jour, on ira au sud-est. Non, après, oui. Dans l'idée, peut-être qu'on grossira. Le but, c'est pas non plus de trop grossir parce qu'on veut rester accessible et humain aussi. Mais pourquoi pas, hein, avec plaisir. Hein, je vais là où on m'amène. Hein. Vous avez une belle phrase, vous êtes le circuit court du bâtiment. Donc, ça veut dire que c'est une implantation locale pour des besoins locaux, avec des gens locaux aussi. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, Elodie. Merci mille fois. À tout de suite. On va aller voir Gaëtan. Alors, Gaëtan, il faut qu'il ouvre son micro. On le voit. Il faut qu'il ouvre son micro. Voilà, ça y est. Gaëtan a ouvert son micro. Bonjour Gaëtan, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous vivez à Pau. Tout à fait. Notre Béarnais. Et quand on parle avec vous, alors on vous surprend à utiliser des mots comme chemin de traverse, comme proximité, comme culture, comme courte échelle, tête de pioche, et même surprenant, vous vous dites que vous êtes une agence hybride. Alors, expliquez-moi ce qu'est une agence hybride. Voilà, d'abord. Alors, c'est une agence hybride parce qu'on intervient sur deux services principaux qui sont généralement séparés, et, donc du coup de structures différentes, à savoir une partie bureau d'études et une partie agence créative. Dans le domaine, comme vous l'avez dit, de la culture, du patrimoine et du tourisme. Et donc, la partie bureau d'études consiste en l'accompagnement de projets auprès de collectivités ou d'entreprises, que ce soit sur les phases préalables, sur l'accompagnement de développement de projets ou sur la phase évaluation, enquête et impact de ces projets ou des structures. Et sur la partie agence créative, donc, on valorise ce qui est, ce qui n'est plus, ce qui sera peut-être, soit par la photo, soit par les visites guidées complètement décalées. Et donc, du coup, d'un côté, on accompagne des projets et de l'autre, on les valorise. Et on valorise également pas simplement les projets, mais aussi les acteurs et le territoire dans son ensemble. Et vous parliez également de tête de pioche, qui est un petit peu ce qui rassemble un petit peu toutes les compétences de courte échelle, mais dans le faire. À savoir, donc le collectif Tête de Pioche existe depuis 2015 et nous sommes 4 structures de l'agglomération paloise à proposer des randonnées urbaines ou périurbaines à la découverte du territoire, de ses acteurs, de sa nature, de son urbanisme, de son patrimoine, pour tenter que tout un chacun puisse se réapproprier le territoire sur lequel il vit. Et pourquoi pas susciter des volontés de changement de pratiques de consommation et de déplacement. Vous vous adressez à qui là, pour ces randonnées urbaines? Alors, randonnée urbaine, ça s'adresse au grand public. Donc, on fait 4 randonnées urbaines par an, une par saison. Et donc là, on s'adresse à toute personne qui souhaite venir marcher, parcourir le territoire. On s'adresse également à des publics spécifiques. Donc, par exemple, des publics en situation d'insertion, en situation d'addiction. Et on est en train de développer également un projet auprès des entreprises pour recréer de la cohésion au sein des entreprises et notamment en réponse au confinement où on a pu constater un éclatement des équipes et donc peut-être potentiellement un manque de communication et d'échange au sein des entreprises. Et on s'est rendu compte en fait que la marche est un outil formidable
En fait, pour créer du lien, simplement, on se rend compte qu'en marchant, les gens discutent beaucoup plus facilement ensemble et sans faire fi des différences d'âge ou des différences sociales. Oui, alors on a un troisième intervenant, enfin on a un quatrième intervenant, mais on a encore une nouvelle approche avec toi, Gaëtan, puisque tu es salarié d'une coopérative d'activité économique, une CAE, au sein de la SIC Pau-Pyrénées, et c'est aussi encore une autre façon d'appréhender l'entreprise, puisque tu es à la fois porteur d'un projet au sein de cette SIC et à la fois sécurisé, et en particulier dans cette période un peu compliquée, sécurisé par le portage de la CAE. Est-ce que tu peux nous en parler sur cet aspect-là? Tout à fait. Ouais, CAE, c'est coopérative d'activité et d'emploi. Et donc, c'est au sein de la SIC Pau-Pyrénées que j'ai développé ce projet, qui était un projet collectif à la base. Et ça s'est fait en 2 temps. Une phase de test dans le cadre d'un contrat CAP, contrat d'appui au projet d'entreprise, qui permet pendant 3 ans de vérifier la viabilité du projet. Et à la suite de quoi, on poursuit sur un contrat d'entrepreneur salarié associé, donc un triple statut, qui permet de pérenniser en fait l'activité au sein de la coopérative. Et vous m'avez confié, en préparant cette émission, qu'un des freins que vous rencontrez venait des élus avec qui vous êtes en relation et qui n'ont pas un degré de formation souvent. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Nous, on a une approche de la culture et du tourisme qui était, en tout cas à l'époque, innovante. Et c'est vrai que, ou sur les questions également de gouvernance, de transversalité, quand on a commencé, la gouvernance était très verticale. La transversalité, ça n'existait pas trop, ou en tout cas, il y avait vraiment des résistances au changement de pratique. Et c'est vrai que les élus, souvent, manquent de formation sur ces nouvelles formes de pratiques professionnelles. C'est pour ça que nous sommes très heureux dans le Pays Basque depuis quelques années d'avoir des élus spécifiquement avec une délégation ESS pour essayer de comprendre justement d'une part la transversalité de l'ESS, les différents aspects de notre mode d'entreprendre, entreprendre autrement mais de façon concrète. Et c'est super intéressant. Aujourd'hui, on a sur le Pays Basque 3 élus en termes de ville, et on a Supra, on a une déléguée à l'agglomération, à l'économie sociale et solidaire, et c'est un vrai plus, et je pense qu'on va avancer encore plus vite grâce à ça. Rassurez-nous, est-ce que Gaëtan, vous voyez quand même une nouvelle génération arriver, et avec un nouvel état d'esprit, une nouvelle formation aussi, et qui réagissent plus vite? Oui, je pense, moi je suis un optimiste et je pense que les générations à venir seront davantage formées et sensibles à ces questions-là. Et donc, ouais, je pense qu'il y a des nouvelles pratiques professionnelles qui émergent et l'ESS, qui était parfois considéré comme une économie de la réparation sur les nouvelles générations, ils la considèrent vraiment comme une économie de développement, quoi, avec, bien entendu, des valeurs. Et tout à l'heure, Elodie en parlait sur la limitation des profits, sur la notion de projets qui soient profitables au plus grand nombre, sur la notion de coopération et pas de mise en compétition systématique, que ce soit des structures et des territoires. Parce que moi, je travaille plutôt sur la question des territoires. Et pour ça, les SIC et la SIC Pau-Pyrénées, puisque c'est celle dont je fais partie, permet de développer vraiment ces idées-là. Au passage, la pendule tourne malheureusement, et nous allons rester à Pau d'ailleurs avec Marie-Claude Rigal. Si Marie-Claude est là. Il faut que vous ouvriez votre micro, s'il vous plaît, de façon à ce qu'on vous voit, madame. Voilà, merci. Voilà, j'ai enlevé mon micro. Voilà, je vais l'activer. Alors, Marie-Claude Rigal, bonsoir. Alors, bonsoir. Vous êtes dans la fonction publique, vous avez eu un parcours très varié d'ailleurs, parce que vous êtes passé de l'agriculture
à l'économie, en passant par la justice et les collectivités territoriales. Alors aujourd'hui, vous êtes basé à Pau pour la Direct. La Direct, je le rappelle, c'est la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Et votre position, un programme, votre position vous permet d'avoir une vision très pertinente de notre économie départementale et en particulier de l'économie sociale et solidaire, puisque vous vous occupez plus particulièrement de l'insertion des personnes les plus vulnérables d'ailleurs dans ce tissu économique. Alors, commençons par mieux vous connaître, ou pour mieux connaître votre direction départementale. En quoi, très concrètement, vos services peuvent aider les porteurs de projets d'économie solidaire et sociale? Alors effectivement, les services de la Direct sont vraiment là pour accompagner les porteurs de projets. Parce que notre objectif, c'est vraiment d'être présent au plus près donc, des acteurs dans les différents territoires du département, parce que bon, au niveau de l'État, nous avons une vision départementale, mais aussi infradépartementale, et c'est vraiment l'intérêt de notre action, c'est vraiment d'être au plus près des territoires, au plus près donc des acteurs. Donc effectivement, tous les porteurs de projets sont les bienvenus à la Direct parce que nous sommes là pour, d'une part, comprendre vraiment leurs projets, les accompagner de différentes manières. Donc, ça peut être dans le cadre d'un soutien financier lorsque cela est possible, lorsque effectivement leur projet s'inscrit dans les orientations gouvernementales avec des dispositifs bien précis. Mais ça peut aussi être un appui, enfin on va dire plus en termes d'ingénierie, des orientations, une co-construction aussi de projets. Avec aussi d'autres cofinanceurs, une mise en relation avec d'autres acteurs pour qu'ils puissent justement avoir une expertise, obtenir une expertise sur tel ou tel point. Donc voilà, l'éventail de notre offre de service est quand même plus large qu'un simple rôle de guichet, si je peux dire les choses comme ça. Je profite de votre présence pour que vous nous expliquiez l'appellation ESUS, et je voulais savoir dans quelle mesure on est d'utilité sociale ou on ne l'est pas. Oui, alors effectivement, votre remarque est pertinente parce qu'on peut se demander effectivement, bon, on est dans le cadre de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, et puis ensuite on parle d'agrément, de label ESUS. Pourquoi on ne parle pas d'agrément ESS, label ESS? Alors effectivement, ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, c'est effectivement parce que cette notion d'utilité sociale constitue vraiment la condition sine qua non pour justement faire partie de l'ESS, intégrer ce monde de l'ESS qui est un monde qui est vraiment très vaste. On l'a vu aujourd'hui au travers des différents exemples concrets, hein, bon, autant au niveau des statuts des porteurs que des secteurs d'activité. Voilà, c'est vraiment l'utilité sociale, c'est vraiment l'objectif. C'est ce qui se démarque en fait on l'a vu d'ailleurs, hein, de l'objectif de profit classique que peut avoir une entreprise classique. Voilà, c'est vraiment cette notion qui est fondamentale. Alors, l'utilité sociale, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que ça peut être voilà, un terme très un peu pompeux, un peu vaste, on ne sait pas trop quoi mettre dedans, mais finalement c'est très concret parce que c'est en fait ce qu'on demande à l'entreprise au sens large du terme, hein, ça peut être aussi bon, voilà, l'entreprise, on va dire comme ça, c'est de démontrer à travers son activité qu'elle a une orientation, une volonté de devenir soit des personnes vulnérables, soit de contribuer à la préservation, au développement du lien social, de contribuer aussi à l'éducation populaire, à la citoyenneté,
ou alors au développement durable. On l'a vu avec le premier exemple que l'on a vu avec I Clean My Sea. On est vraiment dans le développement durable, la transition écologique, etc. Mais voilà, dans tous ces, on a vraiment le choix. Donc, ça montre bien la diversité possible de l'ESS et de l'utilité sociale. Mais vraiment, l'idée, c'est qu'on soit vraiment sur l'intérêt général. Ça, c'est vraiment une notion très important. Alors ça, c'est quelque chose qui a été clairement aussi posé dans la loi Hamon en juillet 2014, et le fait que l'entreprise ait pu rejoindre les coopératives, les fondations, les mutuelles qui faisaient l'ESS de départ. Et comme nous avons pu le voir ce soir là déjà dans les plusieurs intervenants, ce qui nous paraît important à tous les acteurs, c'est de savoir un peu en quoi la Direct, comment peut-on contacter Direct, enfin, à quel moment peut-on contacter la Direct et comment peut-on obtenir ce label? À quoi peut nous servir ce label? Précisément, je dirais, rentrons un peu dans le concret des choses. Est-ce que vous pouvez nous expliciter cela? Parce que c'est un petit peu confus parfois. Oui, alors déjà, effectivement, comment contacter la Direct? Là, je pourrais vous donner les coordonnées donc de mon service. Hein. J'ai donc un collaborateur qui est vraiment très investi là-dessus et qui vraiment prend à cœur et est très disponible pour dialoguer avec donc les porteurs de projets, donc Patrick Julie, il n'y a pas de souci. Alors ensuite… Comment on peut joindre ce collaborateur? Alors, comment on peut joindre le collaborateur? Eh bien, je vous donnerai son adresse mail, il n'y a pas de souci. Il sera relayé, et alors voilà, et Mathilde et moi, on relayera sur toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui, on relayera tous les éléments que vous voudrez bien nous donner. D'accord? D'accord, oui, il n'y a pas de souci, je vous donne l'adresse mail, aucun problème. Et donc oui, à partir de là, une fois que le contact est pris, donc il y a bien sûr il y aura un dossier à instruire parce que bon voilà toute demande, on est dans un état de droit, donc il y a la partie administrative malheureusement qui est incontournable, mais cette partie administrative en fait elle se fait de façon très souple. Voilà, parce qu'il y a une adaptabilité en fonction du profil du demandeur. Bon, on parlait d'entreprise solidaire d'utilité sociale, mais en fait, on a vu, il y a différents statuts, les coopératives, SIC, SCOP, etc. Mais les associations aussi peuvent aussi se positionner. Donc, en fait, en fonction du statut du demandeur, le dossier sera adapté. L'idée, c'est vraiment… Je vais être un petit peu plus direct. Oui. C'est le cas de dire, excusez-moi, sans jeu de mots aucun. Aujourd'hui, nous sommes en plein dans une crise de Covid qui touche tout le monde, tous les secteurs, y compris l'économie sociale et solidaire. Même si on est moins impacté, plus résilient, il n'empêche. Il y a des textes qui sortent en masse sur un certain nombre d'aides qui sont apportées par l'État dans le plan de relance et dont l'économie sociale et solidaire est peut partiellement solliciter. Ce que là, on a du mal à comprendre, c'est on a l'impression par exemple que les associations, dans la mesure où elles n'ont pas un modèle économique, alors effectivement, AIMA fait partie des associations à modèle économique très clair, mais si je prends la maison de l'ESS qui n'a pas un modèle économique au sens strict du terme, et qui pour autant a une utilité sociale, comment faire pour que vous simplifiez peut-être les choses de façon à ce qu'on comprenne à quel moment on peut… est-ce que le label pourrait nous permettre d'obtenir des aides dans ce plan de relance? Est-ce que le plan de relance est à toutes les entreprises, même si elles n'ont pas le label ESUS, enfin toutes les entreprises de l'ESS bien sûr? Est-ce que il y a quelque chose qui nous échappe là entre le label ESUS, le plan de relance? Les choses sont complexes, on le sait, en France, on a toujours un peu de mal à faire que quelque chose soit simple et facile d'accès. Est-ce que vous pouvez nous simplifier les choses, s'il vous plaît? Alors, effectivement, il convient de distinguer le plan de relance, effectivement, qui concerne toutes les entreprises,
c'est-à-dire les entreprises au sens économique du terme, donc secteur marchand avec objectif, voilà, le profit, etc. Donc, ce plan de relance, effectivement, on a des dispositifs qui sont mis en place que vous connaissez, donc qui sont l'activité partielle. Donc là, il n'y a pas de… Voilà, les choses sont claires. Ensuite, nous avons effectivement des entreprises qui sont labellisées ESUS, donc des entreprises… parce qu'elles ont dans leur statut, dans leur objectif, elles répondent à cette utilité sociale. Donc là, elles peuvent aussi bénéficier donc de l'activité partielle. Et puis, on a dans le cadre toujours de l'ESS, parce que l'ESS, comme vous l'avez bien dit, il n'y a pas que des entreprises, il y a des associations, des fondations, des associations, voilà. Et donc, dans ce cadre-là, le plan de relance aussi permet, mais avec des mesures spécifiques ESS, puisque là, on n'est plus dans le plan de relance entreprise, d'avoir donc un soutien. Voilà. Donc, le plan de relance, il faut vraiment garder en mémoire que c'est vraiment à destination du monde économique classique, si je peux m'exprimer ainsi. Il me semblait avoir entendu que 1,5 million avait été consacré, ou 3 millions. Je sais que France Active a 100 millions mis de côté pour l'économie sociale et solidaire. Il y a des chiffres, vous savez, qui sont lancés comme ça, 100 millions, 1 million, oui. etc. Et le problème, c'est que nous, petits, les petits, au bout du bout, on a un peu de mal à savoir vers qui se tourner pour éventuellement… C'est une question qui est redondante en ce moment. Est-ce qu'on peut s'adresser par exemple à vous pour que vous nous facilitiez au moins la lecture, ou enfin à vous, à votre service bien évidemment, pour au moins avoir une lecture un peu plus claire des textes qui sortent en ce moment sur les diverses… Moi j'ai lu dans la presse 100 millions d'un côté, 1,5 million de l'autre, 3 millions de l'autre, 30 millions de l'autre. Tout ça pour l'ESS. Hein. Et je ne sais toujours pas qui peut prétendre à ça. C'est juste ça ma question. Oui, alors c'est vrai que oui, ça tient aussi à la difficulté. Alors effectivement, si vous voulez avoir vraiment une réponse très précise sur, voilà, ce qui est une question très large, moi je vous conseillerais de contacter ma collègue au niveau régional qui est Madame Béatrice Poré. D'accord. Vous nous voilà, donnerez… qui est la référente ESS au sens large. Et qui pourra vous donner vraiment les données réglementaires très précises sur justement ces aides spécifiques ESS. Merci Après, moi, à mon niveau, c'est vrai que donc à l'unité départementale, on a 2 missions qui entrent dans le cadre de l'ESS, mais qui ne concernent pas l'ESS dans son exhaustivité. Donc, on a les agréments ESUS, et puis on a aussi le soutien aux structures de l'insertion par l'activité économique. Structures qui font partie de droit de l'ESS et qui ont donc ce label ESUS de plein droit, tout comme les entreprises adaptées à destination des publics en situation de handicap. Voilà. Mais l'ESS, ce n'est pas que cela, effectivement. C'est très vaste. On va devoir avancer également peut-être pour revenir, enfin pour que tout le monde puisse éventuellement intervenir, je pense maintenant. Merci Marie-Claude Régal. Mais restez avec nous parce qu'il risque d'avoir des… Oui, de rien. Proposez de rester en contact avec la directe par vos services, par l'intermédiaire de vos services. On donnera toutes les coordonnées de vos services et de vous-même sur le par lien. Oui, sur Facebook, il n'y a aucun souci, ça sera transmis. Facebook de la Maison de l'économie sociale et solidaire de Biarritz. Voilà, on peut peut-être pourrait passer aux questions maintenant. Alors, est-ce qu'il y a des questions? On va passer la parole à Mathilde, peut-être, pour voir si elle avait regroupé certaines questions, et peut-être demander aux intervenants aussi eux-mêmes s'il y avait des questions à se poser entre eux aussi. Voilà. Allons-y. Du coup, on avait des questions depuis le début. Alors, juste, moi, je voulais préciser pour les personnes les participants, tous les intervenants de ce soir vont réintervenir au cours de la semaine pour des interventions individuelles. Donc, si vous avez des questions beaucoup plus précises sur la thématique ou quoi que ce soit, vous pourrez les voir individuellement aussi tout au long de la semaine. Alors,
comme Roland le précise, effectivement, si vous n'avez pas eu le programme ou si vous l'avez un peu perdu de vue, Mathilde, tu mets chaque semaine, en début de semaine, le programme intégral de la semaine sur notre Facebook, dans lequel on a effectivement jour par jour, toutes les heures et tous les ateliers qui sont proposés de tous les intervenants qui sont pour la plupart venus ce soir et qui vont ensuite reparler comme Émeric ou la SIG Guérissa, ou non, je ne sais plus, qui pourront réintervenir durant la semaine. Donc c'est sur Facebook qu'il y aura le programme. Oui. Alors, comment on fait? Est-ce que je reprends le fil des questions de la conversation ou est-ce que les gens… Est-ce qu'il y a déjà des questions comme ça entre… là, Gaëtan lève la main. Est-ce qu'on peut les regrouper et en lire plusieurs? Parce que vu le temps, il faudrait en lire plusieurs en même temps. Hein. Il n'y a pas beaucoup de questions auxquelles on n'est pas répondu, je crois. C'est juste une info, vu que la partie individuelle, c'était cet après-midi, donc c'est déjà passé. Donc si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail, par téléphone. Je vous mets les coordonnées en bas. Alors, il y a toutes les coordonnées de Gaëtan de courte échelle et seront à la fois sur notre Facebook, mais il suffit de nous passer un petit coup de fil, on donne tous les éléments pour retrouver. Et alors en plus, l'intervention de Gaëtan cet après-midi a été bien évidemment filmée comme toutes les interventions depuis le début du mois de l'ESS et feront l'objet d'un YouTube, je ne sais pas comment on peut le dire. Les interventions seront mises en ligne, en replay sur une chaîne YouTube. Voilà. Par thématique. Donc, vous pourrez les relire, les réécouter et revoir Gaëtan dans sa proposition qui était très intéressante cet après-midi, effectivement. Alors, au niveau des questions, si je peux regrouper pour iCleanMyC, on avait une question. Alors, est-ce qu'il s'agit des personnes éloignées de l'emploi et est-ce que vous avez aussi inclus la problématique des microplastiques dans votre projet? Alors, et quelle est la responsabilité sociale? Alors, pour les personnes qui embarquent à bord des navires, ce sont des professionnels de la mer, ils sont diplômés du capitaine 200. Il y a vraiment des contraintes très, très spécifiques réglementaires pour la navigation professionnelle. Donc, on ne peut pas considérer que ce soit des gens éloignés de l'emploi. Ça constitue quand même une certaine continuité avec l'école de maritime qui est à Cibourg. Donc, on est une source de premier emploi pour certains de ces étudiants. Considérant les microplastiques, moi j'ai tendance à dire que les microplastiques, une fois qu'un plastique est devenu micro, la bataille est perdue. Le microplastique, au départ, pour beaucoup, ils sont avant tout des macroplastiques qui se sont désagrégés. Et l'intervention d'iCleanMyC se fait de manière très ciblée à l'embouchure des fleuves, puisqu'on sait qu'il y a 80% des déchets qui transitent par les rivières. Donc, on essaye de promouvoir une action au niveau des embouchures de fleuves pour capter les déchets avant qu'il ne soit trop tard et qu'ils soient trop usés par les UV et qu'ils soient transformés en microplastiques. Donc ça, c'est dans notre plan d'action, en fait, on essaye de finalement couper le robinet, fermer le robinet du plastique en général qui finira par devenir microplastique. Ensuite, responsabilité, enfin notre inclusion dans l'ESS tient à notre objet qui est développement durable, comme l'a précisé la dernière intervenante. On a a priori, à ce jour, pas encore intégré de dimension sociale, si ce n'est que, alors on n'a pas non plus l'agrément ESUS, mais dans nos statuts, on est une entreprise reconnue de l'ESS, puisque on obéit aux contraintes de l'ESS en général, à savoir contraintes sur la rémunération, sur la prise de décision, et puis il m'en manque une peut-être, mais voilà. On a tout ça dans nos statuts et dans notre fonctionnement. Voilà. Alors, du coup, je continue. Pour AIMA, est-ce que vous avez des financements des collectivités publiques hors État? Est-ce que vous avez du matériel de type outillage? Le mobilier particulier est-il accepté? Et êtes-vous en contact avec les fournisseurs locaux de mobilier de bureau?
Alors Sigrid, je ne sais pas si tu as réactivé ton micro. Oui, Sigrid doit être là, Sigrid normalement. doit être là. Il suffit qu'elle réouvre son micro. Voilà. Voilà. Alors, on est en contact avec Collectivité Services sur Bayonne, avec qui on travaillait quand ils fournissaient des nouveaux bureaux à leurs clients. On allait chercher l'ancien mobilier obsolète, mais on le fait de moins en moins, puisqu'on travaille avec Valdelia et qu'on arrive à capter des gisements de grande qualité de grandes entreprises comme la BNP Paribas ou là on a un projet à Medeus, on a la CPAM, Pôle emploi, voilà, on a des grosses structures qui nous appellent pour des gros volumes de mobilier. Ensuite, les financements, on participe à des appels à projets du conseil départemental, régional, on a une subvention de l'ADEME. On fait partie du réseau Renaître, qui est le réseau sur la Nouvelle-Aquitaine de toutes les recycleries et ressourceries. Donc, à travers eux, on a aussi des pistes pour répondre à des appels à projets. Après, j'ai oublié les autres questions, pardon. Est-ce que du coup, vous avez du matériel de type outillage et est-ce que vous acceptez le mobilier particulier? Voilà, donc on accepte tous les apports volontaires de professionnels ou de particuliers, mais on fait beaucoup de collectes à domicile chez les particuliers, puisqu'on a 2 recycleries de mobilier de particuliers. On intervient sur le sud des Landes, la côte basque et jusqu'au Pays basque intérieur. Donc on accepte ça. En ce moment, on fait moins de collectes. Et on peut collecter des outils qu'on revend à petit prix dans nos recycleries. Donc en ce moment, on est fermé comme toutes les recycleries, mais on remet en vente à tout petit prix, comme Emmaüs, tout ce qu'on va collecter ou que les gens nous apportent. Voilà. J'ai l'impression, alors je ne sais pas, je voulais donner la parole à Sandrine Lacorne et je n'arrive pas à la retrouver. Est-ce que Sandrine est encore parmi nous ou pas? A priori, non. Et donc, il y avait Chantal qui avait levé la main et une question que je ne comprends pas vraiment. Chantal. Quicksilver Saint-Jean-de-Luz. Est-ce que Elkartea Emen peut expliciter cette question Quicksilver Saint-Jean-de-Luz? Elle s'adresse à qui? Oui, c'était juste, bonsoir à tout le monde, c'était juste pour savoir si AIMA avait pu récupérer tout le mobilier, c'était à la fin de l'année dernière, puisqu'ils ont renouvelé à peu près tous les bureaux à tous les étages, et je sais que Collectivité Services avait notamment fourni du nouveau mobilier. Voilà. Oui, alors on a beaucoup travaillé avec Rebecca, on est allé chercher beaucoup de mobilier de qualité, et on a pu aussi mettre à disposition des bennes gratuites pour le mobilier qui était trop obsolète ou un peu cassé. Et ça, les entreprises ne savent pas, ni les collectivités, qu'elles peuvent avoir des bennes gratuites qu'elles peuvent commander sur le site de Valdelia pour que le mobilier un peu trop vétuste soit recyclé vertueusement. Voilà, donc souvent, une entreprise va appeler la CITA ou PAPREC, Veolia, pour avoir des bennes. Ils vont payer entre 700 et 1500 euros pour recycler leur mobilier, alors que c'est Valdelia, qui est l'éco-organisme qui est en charge du recyclage de tout le mobilier professionnel sur le territoire national. Donc, j'avais eu un très bon contact avec Quicksilver, qui recherchait à l'époque 50 bureaux identiques, et on n'a pas pu leur fournir parce qu'on n'en avait pas 50 bureaux identiques carrés, puisque aujourd'hui les bureaux d'angle personne n'en veut, mais et aujourd'hui en fait on est capable de répondre à des grosses demandes comme ça grâce à des opportunités que nous donne Valdelia, la BNP Paribas ou Thales nous a donné plus de 100 bureaux identiques. Voilà, donc on est capable de répondre. Mais en même temps, nos limites, c'est qu'on ne veut pas faire de concurrence à Collectivité Services, par exemple. Donc, oui.
Voilà, on n'est pas là pour mettre en difficulté les entreprises qui vendent du neuf. Sur le territoire, oui, bien sûr. Il y avait Chantal également qui voulait poser une question. Chantal, peux-tu réouvrir ton oui. micro? Moi, j'avais 2 questions pour Élodie, si elle est encore là. Élodie, elle est toujours Oui, là. très Oui. bien. Voilà. Alors, je voulais savoir si vous faites de la construction et de la rénovation écologique. Est-ce que vous incitez les artisans à se former dans ce domaine et à évoluer plutôt comme ça, d'une part. Et puis d'autre part, vous avez dit, à juste titre, là, que les jeunes n'ont pas tellement envie là, de travailler dans le bâtiment. Alors, qu'est-ce que vous avez comme idée pour les inciter à le faire? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des contacts, je ne sais pas moi, avec la Chambre des métiers ou avec les organismes de formation pour essayer d'inciter des jeunes à rentrer dans ces métiers et à les rénover dans un sens plus écologique? Alors, pour répondre à la première question, au niveau éco-construction, à mon sens à moi, on ne peut pas éco-construire. Si on construit, on apporte un impact carbone qui est important. Pour moi, l'éco-habitat, on va dire entre guillemets, passe plus par commencer par rénover ce qui est déjà existant que d'amener du béton supplémentaire en fait sur du neuf. Donc nous, sur la coopérative, on s'est vraiment axé sur la réno. On n'échappera pas au client ou au primo-accédant qui veut construire parce qu'il a un terrain de famille. Donc la sensibilisation dans les matériaux, que ça soit en neuf ou en réno, elle y sera. Après, on prônera beaucoup plus au niveau du client et du particulier la rénovation, qui n'est pas forcément, comme on pourrait le croire, bien plus compliquée que la construction neuve. Par contre, voilà, à notre sens, en tout cas à nous et au mien personnellement, éco-construire, peu compliqué. On construit, donc on apporte un impact carbone, du béton, des matériaux, on remplit les déchetteries avec des nouveaux matériaux. Donc, pour moi, ce n'est pas écologique. Nous, on a mis, par contre, sur la rénovation en place des partenariats avec une association comme Pachama, qui, eux, déconstruisent. Donc, tout ce qui est dans ces vieilles maisons, entre guillemets, va être réemployé. Là, on vient pour un chantier d'acheter des rouleaux entiers de fibres de bois qui ont été laissés à l'abandon sur un chantier et que nous, on va réutiliser sur l'un de nos chantiers à nous. Donc, on est plus dans le recyclage, dans l'orientation de la maison en fonction du soleil et des ressources qu'on a, et sur des systèmes de chauffage, on va dire, plus économiques. De là, après, à partir sur des isolants, du chanvre, du réel éco-construction, je pense qu'à l'intérieur du Pays Basque, ils ne sont pas encore prêts. On y viendra petit à petit, mais pour le moment, on va les amener peut-être plus doucement à vouloir rénover plutôt que construire. C'est pour ça que je posais, d'ailleurs, je rebondis, mais c'est moi qui ai posé la question tout à l'heure pour les meubles à l'association AIMA. Nous, concrètement, quand on rénove, on a des maisons entières meublées avec des meubles qui partent à la déchetterie. On a pris contact avec Emmaüs, ils n'en veulent plus. Le particulier sur le Bon Coin n'en veut plus. Donc concrètement, si vous, dans votre association, c'est quelque chose qui peut être réemployé, nous, c'est avec plaisir. Alors, voilà. Alors, merci beaucoup. C'est surtout on manque d'électroménager pour le volet social que nous avons avec les assistantes sociales de tous les départements. Et après, c'est vrai qu'on n'arrive pas à collecter à tous ceux qui nous proposent, et on travaille sur photos et inventaire, c'est un peu compliqué. Mais si Élodie, vous faites l'inventaire et que vous envoyez les photos, pourquoi pas? C'est ma collègue Marie Domergel qui s'occupe de ce volet-là et qui pourra être ravie de travailler avec vous. Tout dépend de la qualité du mobilier et du matériel, mais on prend la vaisselle, on est capable de prendre la vaisselle, le linge maison, tout le bric-à-brac, voilà, sauf les médicaments dans les armoires à pharmacie et les produits toxiques dans les garages. Ça marche. Bon, je garderai les coordonnées alors. Est-ce qu'il y a parce que l'heure tourne, c'est passionnant, mais peut-être que certains ont encore quelques questions à poser. On a un peu dépassé le cadre. Peut-être juste très très vite fait la deuxième question à Chantal. Je fais court. Ah oui, pardon, excuse-moi.
Chantal, pour la deuxième question, nous on est en train de mettre en place un projet pour aller carrément en fait à la source, donc à l'éducation nationale, dans les collèges, dans les lycées, pour aller leur expliquer ce qu'est aussi le métier du bâtiment, le secteur du bâtiment et la fierté qu'on a à rénover certaines maisons et à montrer notre savoir-faire. C'est un peu compliqué encore, je ne le cache pas, elle est un peu réfractaire, l'éducation nationale, encore. Mais pour nous, il faut les prendre à la source, si je peux m'exprimer comme ça. Le premier stage se fait en 4e. Si en 4e, on déclenche des vocations, on sera ravis. Super. Bravo, Élodie. Tu as eu raison de vous voir. J'avais oublié la deuxième partie, merci de l'avoir repris, parce que c'est fondamental, c'est le monde de demain. C'est bien les jeunes d'aujourd'hui qui font ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mathilde. Non? Personne ne lève la main? Dans le chat, dans la conversation, il n'y a pas d'autres questions. Et après, sachant que vous pourrez retrouver tous les intervenants, comme on l'a dit, durant la semaine, mis à part Gaëtan, qui est déjà… Oui, puis tout tourne autour. Ensuite, il y a beaucoup de réemploi et Mathilde, la semaine prochaine, est consacrée justement au réemploi. Donc, on reprendra une partie de cette explication. Nous, sur cette première intervention de cette première semaine, on voulait essayer de brasser un peu large avec l'aide de Madame Régal, et on la remercie vraiment d'avoir accepté de venir parce qu'on voulait qu'il y ait un petit peu tout, à la fois jusqu'à l'État, toutes les structures, toutes les formes un petit peu de SS, même si on n'a pas encore tout vu parce que les tiers-lieux n'ont pas pu s'exprimer réellement. Mais d'abord, merci vraiment à tous les intervenants de la qualité. Merci Roland de cette animation superbe. Je vais donner la parole à Delphine Taïeb, notre présidente, pour conclure. Et avant la conclusion, dire que toute la semaine, tout ce mois de l'ESS est d'une richesse incroyable et vraiment merci à tous les intervenants. Oui, juste deux petits mots pour conclure. Le premier pour dire qu'encore une fois ce soir on a pu comprendre que l'ESS était vraiment transversal et touchait des domaines très différents, et aussi pour dire que tous ces témoignages sont d'une part réconfortant dans cette période difficile, et puis surtout c'est rassurant pour les jeunes parce que ça montre que même dans un climat qui n'est pas forcément propice au projet, eh ben, on peut quand même en avoir, et des projets qui sont liés aux valeurs de l'ESS. Voilà, merci à tous. Et puis, je rebondis juste sur ce que tu viens de dire. J'ai vu que, je ne sais pas si Mme Casalis est encore là, de la mission locale Avenir Jeune Pays Basque, parce qu'effectivement, ce que vient de dire Élodie pour les jeunes, et ce que tu viens de dire, et toi tu les connais bien lorsqu'ils rentrent dans le monde du travail à travers le foyer de jeunes travailleurs, mais si Mme Casalis est encore là, je ne la vois, je ne sais pas si elle est partie. Bon, c'est dommage. Parce qu'effectivement, c'est tous ces liens-là qu'il va falloir faire pour que le maximum d'informations puissent leur parvenir. Merci à tous et bravo pour votre dynamisme à tous, à chaque poste que vous occupez, que ce soit dans l'entreprise ou dans la fonction publique ou ailleurs. Bravo et vive l'économie sociale et solidaire. Merci.